À l'heure où je tourne cette vidéo, la guerre entre Iran et Israël est terminée. Le monde semble avoir tourné la page rapidement et même Wikipédia a déjà archivé cette guerre appelée la guerre des 12 jours. Ici, je ne vais pas te faire une analyse géopolitique, mais on va plutôt analyser concrètement l'évolution de marché pendant cette période et surtout en tirer des enseignements. Tu peux liker la vidéo, la partager, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. Dans cette vidéo, nous analyserons les impacts qu'a eu ce conflit sur différentes classes d'actifs pendant ces 12 jours et dans certains cas, nous tenterons de poser des hypothèses sur ce qui pourrait se passer si le conflit venait à redémarrer et à durer. Nous allons déjà nous intéresser aux matières premières, puis nous analyserons ensuite l'immobilier en France. Nous nous pencherons ensuite sur le marché actions, puis le marché obligataire et enfin sur l'or et pour terminer le Bitcoin. À la fin de ces analyses classe d'actifs par classe d'actifs, nous tirerons une conclusion sur tes investissements en général. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur les matières premières et plus particulièrement le baril de pétrole. On va se retrouver ici sur son graphique et on peut voir que depuis l'annonce du conflit, c'est-à-dire le 13 juin 2025, jusqu'à la fin du conflit, une explosion du cours de baril de Brent a eu lieu, une explosion de 11%. En effet, le monde a rapidement anticipé une fermeture du détroit d'Ormuz qui se trouve juste ici, et l'Iran en a même fait la menace assez rapidement. Cela s'est fait ressentir sur le cours du baril de Brent, mais également au niveau des stations-service. Mais alors, pourquoi une telle réaction ? Il faut savoir que sur le pétrole brut transporté par voie maritime, entre 20 à 25% de celui-ci transite par le détroit d'Ormuz. Même s'il existe des alternatives pour faire passer le pétrole par des oléoducs, sa capacité de transport reste moindre et l'image de la fermeture de ces détroits est forte. On voit que depuis l'annonce de la fin du conflit, le cours du pétrole a en revanche perdu plus de 11%. Mais ce n'est pas tout. L'Iran n'est pas seulement un exportateur de pétrole, il exporte également du gaz ou même des matières premières du secteur agricole. Ce conflit était synonyme de tension autour des matières premières et c'est aussi la source des problèmes qui pourrait y avoir sur les autres classes d'actifs si la guerre avait continué. Donc maintenant, nous allons pouvoir analyser les conséquences, ou du moins les potentielles conséquences qu'il y aurait eu sur l'immobilier en France si le conflit avait continué. Avant de parler d'immobilier, on va parler de taux. Une guerre qui durerait avec un blocage des exportations dans la région entraînerait donc mécaniquement une hausse des prix des matières premières. Qui dit hausse des prix des matières premières dit hausse des coûts de production pour les entreprises qui vont donc le répercuter sur leurs prix. À la fin de la chaîne, c'est le panier moyen des ménages qui s'envole. La conséquence serait donc une inflation grandissante. Pour freiner cette hausse de prix généralisée, il va falloir faire baisser la demande. C'est dans ce contexte que les banques centrales interviennent. Quand tu entends parler de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui monte les taux, cela indique qu'elle souhaite entre autres réguler cette inflation. En effet, avec la hausse des taux directeurs, les banques commerciales vont emprunter plus cher auprès des banques centrales. Ainsi, elles vont le répercuter sur leur taux de crédit qu'elles vont octroyer aux consommateurs. Forcément, si les taux augmentent, les clients particuliers vont être moins enclins à emprunter pour consommer, car cela reviendra plus cher pour eux. On comprend ici que la demande va donc diminuer, ce qui fera baisser le prix. Bien sûr, il faut aller également plus loin pour analyser et pour mesurer l'impact également au niveau des entreprises. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact sur l'immobilier. Forcément, si les taux de financement bancaire augmentent, il sera également plus coûteux pour les investisseurs ou particuliers d'emprunter pour acheter de l'immobilier. Ainsi, il y aura moins de demandes dans le secteur et donc les prix baisseront petit à petit. Si l'on regarde les rapports des notaires de France, on voit que depuis février, la baisse du nombre de transactions semble être contenue, voire stabilisée. Une reprise fragile semble être initiée et portée par la baisse des taux successifs des banques centrales. Un conflit durable dans la région entre l'Iran et Israël pourrait donc avoir un impact sur cette timide reprise de l'immobilier en France et prolonger un peu plus la crise. En revanche, on peut se dire que si le conflit en reste là, alors la stratégie des banques centrales pourra continuer à suivre son cours et permettra de maîtriser l'inflation. Ainsi, le secteur de l'immobilier ancien pourra continuer à renforcer petit à petit cette reprise. Nous allons maintenant nous intéresser aux actions. Sur le marché actions, l'impact de ce conflit est minime. Que ce soit pour le S&P 500 ou le CAC 40, la baisse durant ce conflit n'était pas significative. On peut remarquer que pour le S&P 500, on a perdu environ 1% et pour le CAC 40 et le DAX, l'indice allemand, environ 2%.
Dès l'annonce de la fin du conflit, le S&P 500 ainsi que le DAX ont repris plus de 2%. Pour le CAC 40, il reprend près de 1,5%, mais continue sur une baisse plombée par la crise du secteur du luxe, comme on peut le voir ici avec LVMH ou encore, par exemple, avec Hermès. L'annonce de la fin de la guerre a également rassuré les investisseurs concernant les problèmes d'exportation de matières premières, comme le pétrole dans la région. En effet, le cours du Brent a baissé de 14% sur 2 jours, ce qui entraîne avec lui une chute du cours de l'action Total, qui est la quatrième plus grosse entreprise de l'indice en termes de capitalisation. C'est ici une autre explication de la baisse de l'indice CAC 40. Pour confirmer ce peu de réaction des marchés pendant cette guerre Iran-Israël, nous pouvons analyser le VIX, plus communément appelé l'indice de la peur, qui permet de matérialiser la volatilité des marchés financiers aux États-Unis et plus particulièrement le S&P 500. On se rend compte que cet indice pendant le conflit n'est pas allé au-dessus de 23, ce qui reste une volatilité assez faible pour le S&P 500, voire même une volatilité normale. Cela montre bien que les investisseurs institutionnels avaient peu de craintes à court terme sur ce conflit et ils n'envisageaient même pas des problèmes d'approvisionnement concernant les matières premières par exemple. Quand on compare cette volatilité à celle qui était présente lors des annonces sur les taxes douanières par Donald Trump, que l'on peut retrouver ici sur ce graphique, on se rend compte que le marché panique pas du tout. Et on voit sur les annonces des taxes douanières que le VIX est monté jusqu'à 60, ce qui indique une forte panique sur les marchés. À titre de comparaison, le VIX a atteint son plus haut et son record historique pendant le Covid en dépassant les 85. Cette vidéo doit te faire comprendre que tu ne peux pas et tu ne dois pas essayer d'anticiper une baisse durable des marchés avec des événements ponctuels. En effet, une baisse serait durable si l'environnement économique n'était pas favorable au marché et que les marchés retranscrivent ceci dans le cours des actions. Tu comprends bien qu'une personne qui panique et vend à l'annonce de la guerre se retrouve aujourd'hui à acheter des actions à un niveau plus haut sur le S&P 500 par exemple. Ta vision doit donc être long terme et ta stratégie doit être solide et en accord avec tes principes et ton profil d'investisseur. Ainsi, tu n'auras pas de doute à chaque fluctuation des marchés. Intéressons-nous maintenant au marché obligataire. Concernant ce marché, comme pour le marché de l'immobilier, il n'y a pas vraiment d'impact sur le cours en ce moment. En revanche, si le conflit devait continuer, la hausse des taux que nous pouvons anticiper dans ce type de guerre et que nous avons analysé précédemment lorsque nous évoquions le marché de l'immobilier aurait un impact significatif sur les obligations. Une obligation est une dette émise par un État ou une entreprise avec, pour faire simple, un taux fixe de rémunération pour l'investisseur qui va prêter son argent. Les taux de rémunération des obligations dépendent donc des taux des banques centrales. Je vais te faire d'ailleurs un petit schéma pour t'expliquer tout le principe. Prenons par exemple un taux avant conflit de la Banque centrale à 4%. Une banque commerciale a décidé de placer ses liquidités et donc être rémunérée à 4% par la Banque centrale. Pour gagner de l'argent, elle proposera des comptes rémunérés, comme des comptes à terme, à 3% à ses clients. Ainsi, elle se fera une marge de 1% puisqu'elle va récupérer les liquidités du client pour les placer à 4% au niveau de la Banque centrale. D'un autre côté, une entreprise va émettre des obligations à un taux supérieur au taux de la Banque centrale et ce taux va changer en fonction du risque de l'entreprise. Dans notre cas, nous prenons l'exemple d'une entreprise qui émet des obligations avec un taux de rémunération à 6%. Cela veut dire que l'investisseur qui voudra acheter ses obligations, donc mettre 100 euros, va prêter de l'argent à cette entreprise et être rémunéré à hauteur de 6 euros à la fin de l'année. Maintenant, imaginons que le conflit continue, que l'inflation augmente, donc que la Banque centrale augmente ses taux pour diminuer l'inflation comme on a vu précédemment dans la vidéo. La Banque centrale va augmenter son taux directeur et passer de 4 à 6%. Les banques commerciales, pour attirer leurs clients qui perdent en pouvoir d'achat suite à l'inflation, vont pouvoir se permettre d'augmenter leur taux sur les comptes à terme en passant de 3% à 5% avec toujours ce point de pourcentage. Mécaniquement, les entreprises émettrices d'obligations vont devoir se réajuster pour attirer aussi les investisseurs et rémunérer mieux ce risque. Elles passeront donc de 6% à 8% sur les nouvelles obligations émises à ce jour. L'investisseur qui avait acheté ses anciennes obligations et qui souhaite les revendre aujourd'hui aura plus de mal. En effet, quelle obligation achèterais-tu entre une obligation qui rémunère à 6% ou une autre à 8%? Pour que l'investisseur qui a acheté les premières obligations puisse la revendre, il va donc devoir baisser le prix de son obligation pour être attractif
et pour pouvoir avoir une rentabilité au moins égale aux nouvelles obligations émises à 8%. Tu comprends bien que plus le taux augmente, plus le prix de l'obligation baisse. Ainsi, il faut bien faire attention à l'utilisation des ETF obligataires. Mécaniquement, quand il y a une hausse des taux, ton ETF obligataire va diminuer en valeur. La prochaine classe d'actifs à laquelle nous allons nous intéresser est l'or. À l'annonce du conflit le 13 juin 2025, l'or a bondi de 1,5% sur la journée. En revanche, on remarque que pour les jours qui ont suivi, sa valeur a chuté. Ici, cela semble contre-intuitif puisqu'on sait que l'or est une valeur refuge et qu'en période de crise économique ou géopolitique, c'est un des actifs plébiscités par les investisseurs. D'ailleurs, on remarque que depuis le début de l'année, en cette période d'incertitude économique, l'or n'a fait que monter. Mais alors pourquoi l'or baisse pendant la durée du conflit? Ici, il peut y avoir plusieurs explications, comme le fait qu'on soit arrivé à un pic pour l'or, donc beaucoup d'investisseurs prennent des bénéfices en vendant. Cette incertitude soudaine liée au conflit a certainement contribué à la panique et conforté les détenteurs d'or dans leur décision de vente. Une autre explication que l'on peut potentiellement déduire, c'est que suite à cette guerre, les investisseurs, surtout institutionnels pour faire bouger le cours de l'or, anticipaient sûrement une hausse des taux, donc une meilleure rémunération obligataire à venir. Ainsi, ils ont peut-être souhaité transférer les liquidités liées à la vente de leur or sur de prochaines obligations rémunératrices émises. Sur un conflit durable, détenir de l'or peut être une bonne alternative. Et de toute manière, l'or pour moi est indispensable dans un portefeuille diversifié. Et enfin, nous allons nous intéresser au Bitcoin. Quand nous regardons le graphique, nous pouvons voir que sur la totalité de la durée du conflit, le Bitcoin a perdu plus de 5%, pour en regagner ensuite près de 5% à l'annonce de la fin de la guerre. Cette volatilité est supérieure aux autres classes d'actifs, mais c'est normal pour le marché des crypto-monnaies et plus particulièrement ici pour le Bitcoin. Comme pour l'or, il n'a pas eu son rôle de valeur refuge pendant cette courte période, car une fois de plus nous étions dans un événement ponctuel qui arrive rapidement et donc qui peut faire peur aux investisseurs. Selon moi, si la guerre avait continué, le Bitcoin aurait pu continuer à performer en silence comme il l'a fait depuis plusieurs mois, à condition que les institutionnels et les entreprises continuent leurs investissements massifs dans cette crypto-monnaie. En période d'incertitude et de conflits importants, certaines entreprises auraient eu des besoins en trésorerie pour pallier au ralentissement économique lié à leur secteur d'activité, mais il est impossible de prédire le scénario final car, selon moi, cela dépend vraiment de l'intensité de la guerre et des conséquences économiques. Il faut quand même dire que l'on parle d'or numérique pour le Bitcoin, mais que la corrélation sur les dernières années est plus proche du secteur technologique comme de l'indice Nasdaq que de l'or. En conclusion, tu ne dois pas paniquer sur les conflits localisés comme celui qu'on a connu entre l'Iran et Israël. En effet, cela peut être une bonne porte d'entrée en cas de forte baisse sur le marché action, mais il faut que tu aies une vision long terme. Concernant le marché obligataire et l'immobilier, ce sont deux secteurs qui sont soumis aux variations des taux des banques centrales, et donc un conflit comme celui-ci peut avoir un impact important sur les taux, car peut engendrer de l'inflation. Donc n'hésite pas à avoir ce schéma de pensée lors d'un prochain événement pour savoir analyser l'évolution de ce type de secteur et donc comprendre comment et quand te placer sur ces classes d'actifs. Concernant l'or et le Bitcoin, cela peut être intéressant de s'y exposer plus ou moins en fonction de ton profil de risque, afin de ne pas exposer tout ton patrimoine à des valeurs liées au système financier actuel ou à des monnaies inflationnistes telles que l'euro et le dollar. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette analyse rapide liée à un conflit bref et également si tu as une vision différente. Je te laisse t'abonner ici si ce n'est pas encore fait et tu peux également aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Je te dis à la prochaine et surtout prends soin de tes investissements.